Merci pour votre présence, chers amis, à cette réunion du collectif Nouvelle Écologie. Ce forum consacré au thème des métropoles, et en particulier, c'est le titre de la conférence, les métropoles contre la France, une conférence pour laquelle nous avons invité notre secrétaire général, Éric Richard-Mose, qui était déjà venu l'an dernier. Nous analyserons aujourd'hui un phénomène, la métropolisation, dont vous avez, je pense, tous entendu parler, même si ce n'est pas en réalité un phénomène très présent dans le débat public. Il n'est pas très présent, même si, en fait, bonjour. Bonjour tout le monde. Même si c'est un phénomène qui est porté ostensiblement depuis longtemps en France par les politiques décidées par les deux grandes formations, dites de l'alternance, qu'on appelle l'alternance de manière un peu comme si finalement soit c'était l'un, soit c'était l'autre, que ce soit le gouvernement socialiste ou l'opposition des Républicains, ils sont à fond dans la métropolisation. Et cette analyse de la métropolisation aboutira, on préfère vous l'annoncer d'emblée, même si on n'en fera pas une analyse manichéenne en disant que c'est le mal, que nous on serait le bien, enfin on essaiera de nuancer, mais quand même, au bout de notre analyse, vous verrez qu'il y aura les motifs d'une opposition. On est plutôt opposé à cette forme d'aménagement territorial qui se décide, et nous proposons finalement les bases d'un contre-modèle, soucieux d'un autre développement territorial qui soit plus équilibré partout en France. Et puis, finalement, depuis ce vœu d'un meilleur équilibre de nos territoires, si on pouvait le mettre en place, pourrait jaillir une multitude de possibles. Plutôt un vocabulaire de gauche, possible, mais pourquoi ne pas l'emprunter si nous fixons les conditions en 2017 avec la victoire de notre candidate Marine Le Pen. Eh bien, si Marine Le Pen gagne, ces choses-là ne se feront pas en quelques jours, hein, c'est l'affaire d'une génération d'hommes, mais au milieu du siècle, nous pourrons peut-être avoir un territoire plus équilibré, où une minorité de métropoles ne capitaliserait pas la majorité des ressources. On parle de ressources infrastructurelles, qu'on parle de ressources économiques, qu'on parle de ressources culturelles, sans parler des fonctions de commandement, parce que maintenant ces métropoles, en plus, elles s'arrogent des pouvoirs, certains pouvoirs contre l'État central. Tout cela pourrait être remplacé par un maillage plus homogène de villes moyennes, sans cette fracture actuelle entre ce qui est l'urbain et le rural. Et puis, vous savez, cette multitude de dégradés assez négatifs dont vous avez sans doute entendu parler, le périurbain, le rurbain, toutes ces zones commerciales interminables, ce qu'on appelle aussi les villes dortoirs, des villes où on ne vit plus, on dort simplement après avoir travaillé. Toutes ces nuances du déclassement social et du recul de la puissance publique, si nous faisons demain un équilibre territorial réel, eh bien, elles disparaîtront. Et puis viendraient les perspectives adjacentes, parce qu'il est évident, par exemple, que ce territoire équilibré, s'il existait, il donnerait de nouveau l'attitude, par exemple, à une véritable continuité des services publics. Que l'on parle d'écoles, que l'on parle de postes, d'hôpitaux, de gendarmerie, etc. Toutes ces choses trouveraient raison d'exister, puisqu'il y aurait des gens pour en avoir besoin, pour en faire l'usage. Et actuellement, ce qui est porté par le PS et l'UMP, l'ancienne UMP, c'est, puisqu'il y a des territoires où il y a de moins en moins de gens, à quoi ça sert de faire des maternités? À quoi ça sert d'avoir des casernes, des gendarmeries, des écoles? Voilà. Nous n'avons pas cette vision parce que nous avons au cœur, dans notre projet, la continuité du service public, la continuité territoriale, l'égalité du service public, d'accès au service public. Et précisons aussi quelques sujets que ne traitera pas ce forum. Parce que nous sommes une association qui s'intéresse à l'écologie, mais la métropolisation n'a pas que des effets sur l'environnement. Elle a des effets mineurs qu'on ne traitera pas, mais qu'en fait je vais résumer en quelques minutes, parce qu'il faut quand même les aborder. Deux effets principaux, qui sont un peu les aspects sociaux et identitaires de la métropolisation. Ce sont ce phénomène d'élitisme social que vous connaissez sans doute, qu'on appelle la gentrification. Et puis, un deuxième phénomène qui n'est pas moins inquiétant, qui n'a pas de nom précis, qui est ce modèle de gouvernance spécifiquement créé par les métropoles. Est-ce qu'on doit parler de démocratie métropolitaine
Moi, je veux bien, à condition qu'on mette des guillemets au mot démocratie. Premier de ces phénomènes dont il faut parler rapidement, c'est cette gentrification qui fait que depuis la fin du siècle dernier, eh bien, les catégories populaires, grosso modo, sont chassées par une nouvelle population qui est un mélange un petit peu bizarroïde de professions intellectuelles supérieures, des gens qui peuvent vivre dans des territoires où le niveau de vie et les loyers ont augmenté. Et puis à côté de ça, il y a une espèce de nouvelle main-d'œuvre des services qui vient plutôt de l'immigration et qui est finalement la seule forme de précarité qui est acceptable pour nos élites. Vous voyez concrètement ce changement. Les Parisiens le voient très bien, dans certains quartiers, à Bastille, à Belleville, qui étaient des quartiers populaires, qui sont des quartiers où les idées républicaines sont nées, qui sont des quartiers où une conscience ouvrière s'est faite au XIXe siècle, et bien maintenant ces quartiers ont bien changé. Mais même ici, très près de chez nous, à Chantenay, à Trentemoux, dans certains quartiers de Saint-Nazaire, la population a beaucoup changé. Et avec elle, les loyers et le coût de la vie. Second phénomène, dont on ne traitera pas, c'est là, entre guillemets, la démocratie métropolitaine, qui est finalement l'expansion à l'infini, depuis une quinzaine d'années, au sein des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, dans l'ignorance quasi totale, parce que ça n'intéresse personne, d'une manière de gouverner, d'une gouvernance, qui passe par une forme de consensus transpartisan, en cela que la droite et la gauche, finalement, font les mêmes politiques. Ce qui fait de nos intercommunalités eh bien, de simples chambres d'enregistrement où l'opposition dépasse rarement le stade de l'abstention. Moi, je le vis depuis à peu près un an à la Carène, où je siège. On a un parti communiste assez offensif verbalement, de temps en temps, sur des questions d'urbanisme, sur des questions de services publics. Donc il faut un quart d'heure d'intervention, et puis à la fin, quand il faut voter, soit ils votent pour, soit ils s'abstiennent. Alors que nous, quand il faut voter contre, eh bien on vote contre. Voilà ce que c'est la démocratie dans les métropoles, le consensus, l'aspect transpartisan, très bien matérialisé dans la nouvelle grande métropole qui est la MGP, métropole du Grand Paris, qui est co-gérée par le PS et les Républicains, et qui en plus a inventé un nouveau truc, ce sont les territoires numérotés, les territoires siglés. C'est-à-dire qu'en lieu et place des anciennes intercommunalités qui avaient des vrais noms français, eh bien on a le T1, le T6, le VSGP, le POLD et autres GPGE. Voilà. C'est ça les nouveaux territoires de la métropolisation, c'est qu'en plus, on perd en termes de... C'est pas très important, ça coûte pas cher, mais perdre en identité, ça fait toujours mal au cœur. Voilà, donc pour évoquer le recul que nous souhaitons de ces nouvelles formes d'organisation territoriale vers finalement un peu plus de France, l'antenne de Loire-Atlantique du collectif Nouvelle Écologie invite aujourd'hui donc son secrétaire général, Charnoz, que nous avions déjà affilié à Nantes il y a un an, en avril 2015, c'était pour le lancement de l'antenne locale. Il revient désormais avec un bagage complémentaire qui est celui de conseiller régional de ce qu'on appellera, a priori, on ne sait pas trop, les Hauts-de-France. On ne va pas parler aujourd'hui des régions fusionnées, mais il y aurait beaucoup à dire, et ça rejoint d'ailleurs un peu les métropoles. Éric est devenu conseiller régional, et il poursuit son engagement politique en Picardie, à proximité et sous l'influence justement de l'une de ces nouvelles métropoles, la métropole européenne de Lille, ce qu'on appelle la MEL. Je pense qu'elle lui donne une vision particulière de cette question, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Gauthier, merci à tous d'avoir fait le déplacement et de venir aujourd'hui à cette conférence du collectif Nouvelle Écologie de l'antenne de Loire-Atlantique, organisée avec brio par Gauthier Boucher, qui est très actif et qui fournit un travail important et très prolifique pour le collectif Nouvelle Écologie. Et je pense que au nom de tout le collectif, je te félicite et on te remercie pour tout ton engagement depuis la fondation du collectif à laquelle tu as contribué de manière importante. On est là aujourd'hui pour parler des métropoles, effectivement. Effectivement, c'est un phénomène nouveau, ou en tout cas on en parle de plus en plus, mais je pense que beaucoup de Français aujourd'hui savent que ça existe, connaissent là où les métropoles qu'il peut y avoir dans leur région, mais en pratique, on sait qu'ils ont de plus en plus de prérogatives, on sait qu'il y a de plus en plus de pouvoir, on sait que les communes sont de plus en plus dépossédées
de leurs prérogatives, de leur budget, de leur pouvoir, de leur marge de manœuvre au profit de ces métropoles. Mais en pratique, aujourd'hui, pour énormément de Français, les métropoles, c'est quoi? C'est assez flou. Que font les métropoles? À quoi elles servent? Qui est-ce qu'elles servent d'ailleurs aussi? Quel est l'objectif et quelle est la vision d'organisation du territoire au niveau national qu'on veut mettre en place? Ça, je pense que beaucoup de Français sont dans le flou le plus total. Ils voient les communes qui ont de moins en moins de prérogatives, ils voient les départements qui n'ont plus assez de budget pour assurer leur mission élémentaire et qui parfois sont à la limite de la cessation de paiement ou à la limite de la banqueroute, toutes choses égales par ailleurs, parce que c'est évidemment pas des entreprises. Et la question générale, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous est programmé en termes d'organisation du territoire, d'organisation des services publics, d'organisation des transports, d'organisation de la vie économique pour la France. Alors aujourd'hui, et depuis déjà un certain nombre de dizaines d'années, il y a eu tout un tas de processus qui ont lieu en France, mais qui ont également lieu dans toute l'Union européenne, puisque le projet et la direction dans laquelle on s'avance de plus en plus, et de plus en plus au bord du gouffre pour notamment les classes populaires, est un projet européen poussé et recommandé par la Commission européenne et qui a de multiples objectifs, mais j'en citerai peut-être deux principaux objectifs de cette nouvelle vision des choses. En tout cas, cette vision européenne est très néfaste, en tout cas de la Commission européenne est très néfaste de cette nouvelle organisation du territoire. C'est la volonté pour pouvoir créer leur fantasmatique Union européenne homogène en tant que nouvelle nation, etc. Et en même temps se mettre au service des marchés, des lobbies et des multinationales. Il faut effacer le plus possible les pays. Et Gauthier, tout à l'heure, tu parlais de... Quand on passe au sigle, eh ben, c'est un peu de France qui part et ça fait mal au cœur. Et effectivement, c'est pas un hasard qu'on fasse ça, c'est un choix délibéré de vouloir petit à petit effacer ce qui fait les États-nations, ce qui fait la France, et particulièrement pour les européistes et pour la Commission européenne de la France en tant que nation millénaire, en tant qu'État-nation puissant, ou pour lequel, peut-être plus que dans n'importe quel autre pays, l'État est indissociable de la nation. L'État a fait la nation et la nation s'est toujours déconstruite quand l'État était faible. Donc effacer les États-nations et se mettre au service des grands groupes, du projet mondialiste, de la mondialisation débridée, libre-échangiste, et donc de jouer le jeu de la mondialisation sauvage, mais une fois de plus, qui y perd dans cette nouvelle organisation? Les classes populaires et les classes moyennes, puisque les classes moyennes aujourd'hui, notamment à cause de ce facteur de réorganisation territoriale, est de plus en plus paupérisée et de plus en plus dans la direction des classes populaires, c'est-à-dire de plus en plus flou le partage entre les deux. Et également les Français, les patriotes, ceux qui pensent que leur destin est évidemment lié au destin national, ceux qui ont envie que leurs enfants, que leurs petits-enfants restent français, ne soient pas européens, mais restent les héritiers et les prolongateurs de tout ce que les générations brillantes de Français ont pu faire pendant des siècles. On peut être des navigateurs, on peut être des paysans, on peut être des scientifiques, on peut aller mourir dans les tranchées il y a un siècle aujourd'hui, et c'est le centenaire dans la Somme, donc j'ai une pensée toute particulière pour ça. Vouloir effacer tout ça. Et comment est-ce qu'on efface tout ça? Tu parlais des fusions de régions. On veut faire des régions de plus en plus grosses, de plus en plus impersonnelles, déracinées. Donc, si on prend l'exemple de la région Hauts-de-France, en plus de faire marrer tout le monde, puisque Hauts-de-France, il n'y a même pas eu de recherche de sigle à l'INPI à la base, parce que c'était pris par la fédération nudiste de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, les nudistes et de Hauts-de-France. Et sinon, c'était une entreprise de pompes funèbres du côté de Cambrai. Donc. Mais bref, Hauts-de-France, ça ne parle à personne, c'est pas ancré, c'est pas la Flandre, l'Artois, la Picardie, ou même pas des départements qui peuvent exister et qui sont l'héritage révolutionnaire. C'est quelque chose de vidé de son sens, qui n'a même pas de sens géographique au final, parce que Hauts-de-France, il y a eu énormément de blagues qui ont pu découler de cette aberration, mais en Picardie, on est dans le sud des Hauts-de-France, donc on est dans le bas des Hauts-de-France, et quelle est l'idée derrière? C'est absolument... c'est ridicule, ça ridiculise l'identité et le passé et l'histoire, et Dieu sait si l'histoire de la Picardie notamment a été riche en rapport avec la France, parce que la Picardie
l'une des régions vraiment au cœur de l'histoire de France, au fil des siècles. En voulant effacer petit à petit les communes en transférant les pouvoirs aux métropoles, en voulant effacer les prérogatives et les pouvoirs des départements, qui est quand même un échelon issu de la Révolution et auquel les Français sont globalement très très attachés aux départements. En voulant donc effacer petit à petit ces départements, et en voulant évidemment, et c'est peut-être là où l'urgence est la plus importante, effacer l'État-nation français, effacer la souveraineté nationale et populaire au profit des structures technocratiques bruxelloises, au profit de la Banque centrale de Francfort, en effaçant ce pouvoir, en ayant cette souveraineté à de multiples reprises, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous en êtes déjà convaincu, on veut vider la structure de l'État-nation et vider tous les échelons, jusqu'à l'échelon le plus local, les échelons qui ont fait la France et qui sont la France, au profit d'autres structures qui font complètement fi de ce qu'est la France et qui s'organisent de plus en plus exactement de la même manière en France, qui veulent l'organiser en Allemagne, qui veulent l'organiser aux Pays-Bas ou je ne sais où, pour toujours cette volonté d'homogénéisation. Alors que, typiquement, on parle des communes, l'histoire des communes en France est extrêmement différente de celle qu'il peut y avoir en Allemagne ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, avant c'était 37 000, maintenant on est plutôt proche des 36 000, puisque tous les ans, je ne sais plus combien c'est, ça se compte en centaines, c'est peut-être 600 communes qui ont été rayées de la carte cette année. En tout cas, ça se compte en centaines tous les ans, il faut en être conscient. On a encore dans la tête que 37-36 000 communes. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, on n'en sera peut-être plus qu'à 30 000 ou qu'à 25 000. Vouloir regrouper toutes ces communes artificiellement, sans réellement demander l'avis aux gens, puisque vouloir faire ces fusions de communes avec à la clé avec comme carotte un peu plus de subsides, mais comme bâton la baisse absolument catastrophique et complètement destructrice des dotations de l'État aux différentes communes pour pouvoir les forcer par ce chantage à fusionner, pose un vrai problème. Aujourd'hui, on a un maillage d'énormément de communes avec des milliers, des dizaines de milliers de conseillers municipaux, et ça c'est une vraie chance. C'est des personnes il y en a d'ailleurs dans cette salle et je les salue, les conseillers municipaux, y compris dans les plus petites communes. J'habite dans la Somme, la moitié des habitants là où j'habite dans des communes de moins de 300 habitants. Et c'est des communes avec des conseillers municipaux qui sont payés quasiment rien, c'est du bénévolat, ils ne font pas ça pour l'argent, qui en étant quasiment pas payés sont là pour travailler sur les sujets de la commune, essayer d'œuvrer pour l'intérêt général. Je passe notamment pour les petites et moyennes communes qui sont là pour œuvrer pour l'intérêt général, et on voudrait, par ces fusions, professionnaliser la fonction publique territoriale qui embauche déjà de manière absolument démesurée par rapport aux besoins. Et en plus, le fait de se faire ces fusions nous prive de main-d'œuvre quasiment gratuite que sont les conseillers municipaux, qui eux sont vraiment intéressés par où va leur commune, quel est l'avenir de leur commune. Et on veut se priver de ça, et on veut une fois de plus effacer à l'éponge petit à petit ce qu'a été la France et ce qu'a été l'échelon territorial. Ça c'est pour la partie historique et sur la partie attachement, et je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de Français de manière générale, frontistes, hommes de droite, hommes de gauche, personnes sans opinion politique particulière, sont attachés à ça, et petit à petit on détricote. Sur la partie casse sociale, casse économique et orientation économique, toujours dans le sens des vainqueurs de la mondialisation, pour que les vainqueurs de la mondialisation soient de plus en plus vainqueurs, et en laissant de plus en plus les personnes qui ne sont pas les gagnants de la mondialisation sur le bas-côté. Cette nouvelle réorganisation est absolument catastrophique. Si je prends l'exemple, par exemple, dans la région, je continuerai à l'appeler Picardie dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de souci pour ça, et je ne serai jamais un haut-de-franciste, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler. Un alto français. De ce point de vue-là, ce dont tu parlais, le fait de transmettre ces prérogatives et avoir des assemblées à part entière pour les métropoles, le fait en plus de donner plus de pouvoir aux régions et de faire ces assemblées-là,
pose un vrai problème démocratique qui oublie les classes populaires. À la métropole qu'on a parlé, il y a énormément de métropoles aujourd'hui, c'est le cas à Lille, à Amiens c'est quasiment le cas, de cogestion, de gouvernance, on ne parle plus de gouvernement, on essaye petit à petit de vider toutes les décisions politiques de leur teneur politique justement, en faisant en sorte que ça soit de la cogestion, il y ait peu de transparence sur ça, parce que aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de pouvoir dans les métropoles, les Français s'intéressent à ce qui se passe à leur conseil municipal, beaucoup moins à ce qui se passe dans les métropoles, alors que pourtant il y a de plus en plus de prérogatives qui y sont transmises. Donc, toujours pour aller dans la même direction, une direction toujours plus ultralibérale, une direction toujours plus antisociale, et qui oublie toujours plus les périphéries, et qui essaye, main dans la main avec l'État, l'Union européenne et souvent les régions, et d'ailleurs au détriment des départements, de s'arroger des fonds toujours plus importants, l'argent et les moyens toujours plus regroupés dans les centres, en oubliant toujours les périphéries. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous se sont déjà intéressés à Christophe Guilluy, on en parlait tout à l'heure dans le covoiturage. On veut recréer ce qui était les épines dans le pied de la France avant que la France existe, ou avant que la France existe dans les conditions aujourd'hui. L'histoire de France depuis les Capétiens, même avant d'ailleurs, mais depuis les Capétiens, qui a été poursuivie à la Révolution, c'est quoi? C'est le fait que le roi, le président et l'État de manière générale s'appuient sur la base populaire, s'appuient sur les Français en général, pour pouvoir faire le bien-être et l'intérêt général de ce peuple français, et toujours en guéguerre avec les potentats locaux, les baronnies, les duchés, les villes plus ou moins autonomes. Et là on veut revenir à ça. Pour déconstruire la France, il faut la détricoter par le haut, en donnant les pouvoirs de l'État français à l'Union européenne, et ça se détricote aussi par le bas, en faisant des régions baronnies, en faisant des métropoles baronnies, toujours pour faire en sorte que l'État ait le moins de pouvoir possible, et toujours avec derrière, il ne faut pas oublier ça, les fonds européens et les fonds nationaux dirigés par l'Union européenne qui sont toujours versés, toujours pour encourager ce côté-là, pour encourager ces phénomènes-là. Pour ceux qui sont élus dans diverses assemblées et qui parfois ont à se prononcer sur des subventions, y compris qui viennent de différents fonds européens, FEDER, FEADER, etc. Cet argent, c'est le nôtre. Vous savez très bien qu'on donne à peu près 23 milliards d'euros par an au budget européen en tant que Français, en tant que contribuable français, et on nous en rend, selon les années, 10 milliards ou 11 milliards, en comptant la PAC, en comptant toutes les aides européennes comprises. Et lorsqu'on est là, bonjour. Excusez-vous, allez-y. Pour ceux qui sont élus dans un conseil municipal, départemental, c'est pas encore le cas ici, mais ça viendra, régional ou toute autre assemblée, il ne faut pas hésiter à les accepter, ces fonds. Il ne faut pas le considérer comme une tentative de corruption de la part de l'Union européenne, puisque cet argent c'est le nôtre. Donc tout ce qu'on pourra reprendre, c'est Robin des Bois, c'est on vole à Bruxelles la riche qui nous a volé et qui par conséquent a vocation à revenir dans les poches, revenir dans nos poches, revenir pour les Français. Il ne faut jamais perdre ça à l'esprit pour votre action d'élus, de futurs élus, et votre action politique de manière générale. Mais en tout cas, sans rentrer dans les détails des divers moyens, des diverses aides, etc., que ce soit l'État pour détricoter les communes, que ce soit l'Union européenne pour toujours inciter de manière assez dissimulée et assez malsaine d'ailleurs ce processus-là, il faut en être conscient. Il faut accepter ces aides-là, il n'y a pas de souci, puisqu'elles sont légitimes, puisque c'est nous qui les payons, c'est pris dans nos poches, mais il faut toujours être conscient du fait qu'en plus, le but de l'Union européenne, lorsqu'elle redistribue tous ces fonds, c'est pas seulement, j'ai envie de dire, c'est même pas du tout d'œuvrer pour le bien-être et pour l'intérêt général des habitants de l'Union européenne et surtout des Français en ce qui nous concerne, c'est d'essayer de remodeler cette espèce d'ensemble
incohérent économiquement, culturellement, et qui, je le sais, nous le savons, et nous espérons qu'on en revienne rapidement loin de ça, ne sera jamais une nation européenne. De Gaulle disait on ne fait pas d'omelette avec les œufs durs, et je pense que c'est le cas avec l'Union européenne également. On est prêt à payer des impôts pour aider une autre région française, qu'elle soit éloignée ou pas. On est prêt à payer des impôts pour aider, pour aider les Bretons, pour aider les Nantais, pour aider les Guadeloupéens. Beaucoup de Français sont prêts à partir au combat potentiellement et à mourir pour les Bretons, pour les Nantais, comme c'est pour les Guadeloupéens. Pour les Baltes, c'est déjà différent. C'est pas une question de... En l'occurrence, je connais des Baltes qui sont très sympathiques, mais nos destins sont différents. Et il faut en être conscient. Et si on est tous ici, c'est pour reprendre notre destin en main, pour perpétuer la France, pour défendre les Français, et pour faire en sorte que cette sublime œuvre millénaire qu'est la France se perpétue. Mais c'est aussi en étant conscient qu'on doit défendre la France, mais également le peuple français. Et défendre le peuple français, ça passe aujourd'hui urgemment par la défense des classes populaires. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la région à laquelle je siège, donc Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, s'apprête à voter le budget pour l'année, et notamment un certain nombre de budgets en termes de transport. Et il va y avoir des sommes colossales qui vont être dépensées pour le réseau express Grand Lille qui relie Lille au bassin minier, puisque et ça c'est en étroite collaboration avec la métropole européenne de Lille, pour faire en sorte que les personnes qui viennent de Lens et du bassin minier puissent aller plus rapidement à Lille. Pourquoi pas, ça se discute. Mais quelle est l'idée qu'il y a derrière? Parce qu'on est content de pouvoir venir en transport en commun à Lille et de pouvoir y aller plus rapidement et de pouvoir travailler dans un bassin d'emploi plus actif que celui du bassin minier qui a été, en cette fin de XXe siècle, complètement lessivé par la mondialisation sauvage. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est, et on en revient au principe de métropole, c'est les bassins de vie dynamiques, les bassins économiques dynamiques, les entreprises innovantes et les industries qui ouvrent, quand il y en a qui ouvrent, mais notamment pour les secteurs innovants, sont toujours plus dans le centre, et plus on s'éloigne du centre, plus ces zones ont vocation à être absolument pas autonomes, ont vocation à être absolument pas des lieux en soi, mais des structures satellites qui dépendent de la métropole. Et le problème de tout ça, c'est que au final, on demande, comme le disait Gauthier, on demande à telle commune ou à tel endroit de vouloir être comme seule vocation une ville dortoir où ça fournit un endroit pour dormir à des personnes. Okay. Un autre endroit qui serait un bassin pour un bassin pour tel secteur d'emploi très très dynamique. Et ça a pour conséquence que tout ce qui n'est pas indispensable dans cette périphérie et tout ce qui n'est pas rentable a vocation à être supprimé pour des raisons budgétaires. C'est toujours pour des raisons budgétaires, sans jamais se poser la question de l'égalité. Et on parle Gauthier parle des maternités, Gauthier parle des services publics en général. Leur mentalité est pourquoi mettre des bureaux de poste alors que c'est pas rentable. Il y a aussi, la volonté de détruire le territoire, il vient aussi directement de l'État aujourd'hui. Bien sûr. On voit bien le redécoupage territorial où l'UAIO aurait été conseiller régional, à cause de redécoupage, mais il n'a pas eu. Et puis on voit là maintenant, il y a encore une chose là, avec les HLM, là, c'est forcer les gens à HLM, les maires, l'État pourrait obliger les communes à construire des HLM. On imagine bien qu'avec ça, il va y avoir un doublement des HLM à Beaucaire, par exemple. C'est la volonté de détruire le territoire, là, vient complètement de l'État aujourd'hui. On reviendra sur la plupart des questions ensuite, mais pour répondre à ça, de l'État oui, mais de quel État? Ouais. Des gouvernants européistes de l'UMP et du PS qui se sont succédés et qui ont toujours été dans le sens de cette nouvelle organisation territoriale dont la loi NOTRe est un symptôme, mais il y aura d'autres étapes de cette fuite en avant qui ne va nulle part. Oui, mais là justement c'est complètement débridé et le territoire n'est plus qu'un outil de pouvoir et puis il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pas une identité, c'est pas une humanité, c'est rien d'autre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait nous là pour empêcher ça? On peut rien faire, il faut prendre les armes encore une fois. Faut prendre les bulletins de vote. Ouais, mais moi je le fais.
Il faut convaincre. Il faut être plus nombreux. Il faut être plus nombreux. Mais on est de plus en plus nombreux et là, on arrive, tenez bon. Ça va la reine des élections. Si à chaque fois ils redécoupent le territoire, ou ils changent les populations des villages. On en discutera à la fin dans les questions-réponses si ça te dérange pas. Mais l'idée générale, c'est un bureau de poste. Pourquoi avoir un bureau de poste dans votre commune ou à moins de 5 km de chez vous si de toute façon c'est pas une vraie commune, si de toute façon il n'y a pas de vie économique, si de toute façon il n'y a pas d'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise et si c'est qu'une ville dortoir ou un village dortoir, c'est moins rentable parce qu'effectivement les services publics sont... Une commune où il n'y a plus de services publics, une commune où il n'y a plus de petits commerces, etc., devient de moins en moins attractive, puisque évidemment une entreprise qui veut s'implanter ou un auto-entrepreneur, je ne sais quoi, ou un artisan, a évidemment besoin du bureau de poste à côté, ça fait partie de ce qui est nécessaire. Une entreprise qui veut implanter un site avec un certain nombre d'employés, qui ont des familles, qui ont des enfants, a besoin d'écoles, a besoin de maternité, a besoin d'hôpitaux à peu près à proximité. Et le fait de voir toujours tout concentrer, que ce soit les personnes à haut revenu, que ce soit les services publics, que ce soit les activités culturelles, que ce soit les activités sportives, ça pose toujours ce problème-là de est-ce qu'on veut, pour schématiser, être dans une France avec une dizaine ou une trentaine, selon comment on prend l'échelle, de cercles concentriques où plus on est dedans, plus on est in, plus on a des chances de faire des études, plus on a des chances de s'en sortir, d'avoir un travail, plus on a des chances de mener une vie la plus agréable possible. Et plus on s'éloigne, plus on est largué de la mondialisation. Les enfants qui veulent faire des études ne s'en sortent pas parce que l'université est trop loin, les parents n'ont pas de quoi payer le logement, plus tous les frais associés aux études. Ceux qui ont les moyens de ne pas être dans ces zones de plus en plus reléguées vont dans d'autres endroits plus dynamiques. Et c'est vraiment la guerre de tous contre tous. Tous ceux qui peuvent s'en sortir essayent d'aller dans un meilleur endroit. Mais on oublie complètement toute cette friche qui est à plus de 30, 40, 50 km des principaux pôles urbains et des principales métropoles, avec une mentalité et un raisonnement d'efficacité, mais il faut faire attention aux efficacité économique, on pense que c'est plus rentable de le faire comme ça fait des économies, etc. En pratique, effectivement, à un certain nombre de grandes entreprises ou de grandes puissances d'argent, c'est effectivement pertinent pour eux. Mais ce qu'on oublie totalement dans cette réorganisation territoriale, c'est de défendre la France, mais surtout de défendre l'intérêt général, et notamment l'intérêt général des classes populaires. Dernière question, oui. Ça, il y a le phénomène de la tertiarisation. Aujourd'hui, le travail est devenu complètement bidon. Tu fais des études ou pas, c'est pareil. Et puis, de toute façon, aller faire un emploi de tertiaire, qui est non productif et parfaitement inutile, dans 90% des cas. Il y a aussi... Donc c'est avec une espèce de fétichisation du travail, c'est un peu l'univers de Big Brother où tout le monde est dans un open space à faire absolument n'importe quoi, des trucs inutiles. Et on se réunit dans les villes pour faire n'importe quoi. Et après, à côté de ça, il n'y a plus rien qui fait vivre la campagne. C'est le phénomène des chasseurs aussi, c'est diaboliser les chasseurs. Voilà, alors qu'ils sont utiles, heureusement. Alors, je suis d'accord avec une partie des choses que tu as dit, mais je te rejoins pas sur le... Enfin, je ne considère pas que une part sensible des employés du tertiaire ne soit pas... Je ne suis pas d'accord avec ça, mais... Bon, bref, ça fait vendre des voitures et habiter loin de son travail, quoi. Attends, pas de m'aider. Bon, non, ça c'est encore autre chose, mais je suis bien... Tu es le premier à utiliser un certain nombre de services, dont certains qui ne sont pas complètement inutiles. Oui, mais ils sont périphériques, c'est pas ce qui fait l'emploi, en fait. C'est assez peu dans l'emploi. Toutes ces périphéries. En tout cas, par rapport à... Dans les métropoles, c'est le tertiaire. Le tertiaire complètement inutile. C'est le tertiaire supérieur, c'est pas tout à fait... C'est pas tout le tertiaire. Tu regardes banque, assurance, l'emploi que ça fait à Nantes, pour ça, tout ça, c'est de la paperasse. Si c'était seulement de la paperasse, ils vireraient tout le monde pour gagner encore plus de fric. Non. Bon. Après, on en discutera après. Numéro 10. On est passé devant. Bon, en tout cas,
j'ai l'impression que là où tu veux en venir, c'est de production palpable, et effectivement, cette désindustrialisation Et a la posé un certain City, nombre de ça problèmes. apporte quoi au monde et aux hommes? La City, à Londres, ça apporte quoi au monde et aux hommes? Rien. La City, c'est au Royaume-Uni, c'est sans doute compatible avec le modèle britannique et le modèle économique anglo-saxon. Ouais, mais c'est ça qui fait rêver la classe comprador. Et c'est vrai que la City. nous sommes des Français, on ne s'est pas développé sur ce modèle-là. C'est ce qu'on fait. On a une vision de l'aménagement territorial, une vision de l'administration, une vision de l'État qui est différente. Après, dire que tout le tertiaire est inutile, ce serait équivalent à dire que toute l'agriculture est inutile, toute l'industrie est inutile. Oui, l'agro-industrie très productiviste, c'est nocif. Oui, ne croire que la seule industrie valable, ce serait l'industrie du luxe, ce serait un peu naïf. Mais on ne peut pas avoir de raisonnement aussi généraux ni sur le tertiaire, ni sur l'agriculture, ni sur l'industrie. Surtout qu'en fait, c'est une vision assez ancienne et qu'il faudrait mieux parler de système productif. Il est certain qu'un système productif essentiellement basé sur la financiarisation, c'est pas forcément ce qui est mieux, ni pour la France en tant que projet civilisationnel, ni pour son peuple. Pour l'agriculture, son utilité elle est évidente pour le tertiaire. Mais faire une critique générale du tertiaire, c'est sans doute un peu réducteur. Oui, mais c'est pour ça qu'on se retrouve à vivre en ville et que tu as toute une génération qui est là à répondre au téléphone, des emplois complètement bidons. On en parlera après, je pense que cette conversation pourrait durer. En tout cas, ce sont des emplois qui sont mal payés. Pour revenir sur le tertiaire et sur quel emploi on veut dans quel territoire. Il y a encore quelques décennies, et c'était le cas pendant très longtemps en France, il y avait du tertiaire ou équivalent tertiaire, parce qu'il y a l'ancêtre du tertiaire à certains endroits, et il y avait surtout du production, ce qu'on appellerait l'industrie au sens très large du terme, dans infiniment de petits pôles, de petits bourgs qui font 2000, 3000, 4000, 5000 habitants, qui pouvaient avoir des usines, avec un réseau de rails qui couvrait l'intégralité du territoire français il y a encore un siècle. Il y a un siècle, on avait 2 fois plus de lignes, de kilomètres de rails en activité qu'aujourd'hui. Il y a un siècle. Et puis ils avaient des activités raccord avec leur terre aussi. Absolument. Mais Ou du papier, ou de faire des potes belges. Ce que je veux dire, c'est qu'en un siècle, et ça s'est vraiment accéléré à partir des années 80, 70-80, mais surtout 80-90, on passe petit à petit d'une France avec évidemment Paris, évidemment des gros pôles urbains, ça c'est logique et ça va de soi et ça c'est mécanique à partir du moment où il y a un certain nombre d'habitants, à partir du moment où il y a un certain nombre d'entreprises. Mais indépendamment de disparités, de pauvreté qui ont toujours existé, il y avait quand même une vraie organisation du territoire qui faisait en sorte, et notamment pour ce qui est de l'industrie avec un réseau de rails qui était beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui, des sites de production partout en France, partout. J'habite dans la Somme, j'habite dans le Santerre, dans l'est très rural de la Picardie et du département de la Somme. Il y a une ville de 6500 habitants qui s'appelle Montdidier. On ne compte plus, et c'est le cas partout en France, on ne compte plus les gares qui ont fermé, mais surtout on ne compte plus toutes les usines qui ont fermé. Et on peut d'ailleurs faire l'histoire du canton en regardant, tiens, ça c'est l'usine d'El7 Valise qui a fermé il y a 10 ans, tiens, ça c'est l'usine ceci qui a fermé. Et à force de vouloir reléguer ces périphéries aux activités simplement agricoles ou bien d'habitants qui sont toujours le plus en plus écartés des centres-villes parce que les centres-villes ne sont plus accessibles par le processus notamment de gentrification dont parle Gauthier, ou de banlieues ou de périphéries immédiates avec des quartiers qui sont pas sécuritaires ou qui sont pas dont le sentiment de sécurité n'est pas là, où il y a des agressions, etc. Les classes moyennes paupérisées doivent de plus en plus s'éloigner des centres-villes, aller à 40, 50 minutes, 1 heure, parfois plus, Ça, c'est des grandes villes. C'est le jeu des mondialistes en fait. Tout à fait. Et le fait de faire soit ces villes dortoirs, moi en l'occurrence, pour là où je suis, c'est de plus en plus des campagnes dortoirs. Faire ces campagnes dortoirs, faire en sorte que on attend quoi de ces endroits-là? On attend dormir, avoir quelques agriculteurs, ça fait joli et ça fait des... Mine de rien, les agriculteurs sont quand même, au niveau aménagement des territoires, sont quand même les premiers ou parmi les premiers acteurs de l'aménagement des territoires. Mais si on n'attend plus rien de ces endroits-là,
il n'y a plus de service public, on ne refait pas les routes non plus. On ne refait pas les routes, on ne fait pas non plus le réseau téléphonique. Au niveau du bourg, on capte là où j'habite, mais on fait 5 km, on est en zone blanche ou zone quasi blanche. Comment est-ce que, après avoir laissé à l'abandon ces endroits-là pendant des décennies et on continue à aller droit devant dans cette direction-là? C'est inexorable. Hein, Comment? c'est inexorable, ça fait depuis le temps que ça... C'est une volonté, marche. ça semble inexorable, mais c'est inexorable parce que qui est aux commandes? Aux commandes, c'est effectivement ces projets mondialistes de l'Union Européenne, avec comme courroie de transmission très docile les gouvernements UMP, les Républicains, PS par la suite, qui ont toujours été là-dedans, mais il n'y a pas de fatalité. C'est un projet, ça s'est fait comme ça. La France aussi, c'est un projet, ça s'est fait au fil des siècles, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait avec une volonté de faire, et ça s'est fait de manière méthodique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans cette direction-là, on peut se dire il n'y a pas d'avenir à nos campagnes, tous les jeunes qui peuvent partent, il ne reste plus que des personnes qui sont retraitées ou quand ils seront à la retraite resteront là et il n'y aura plus jamais de vie ou d'activité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inexorable. À partir du moment où c'est un projet qui fait ça, à nous de faire progresser nos idées, à nous d'avancer pour faire un projet alternatif qui place beaucoup plus le peuple français au centre de cet objectif et ses intérêts et l'intérêt général au centre de cet objectif, et d'avoir un maillage beaucoup plus équilibré, avec un maillage beaucoup plus dense, beaucoup plus de petits pôles, évidemment, il n'y aura jamais des bureaux de poste dans toutes les communes de 300 habitants, mais personne ne demande ça. Les personnes, qu'est-ce qu'ils demandent? Les personnes demandent de pouvoir avoir habiter dans un bassin d'emploi où ils peuvent trouver quelque chose de dynamique. Ils demandent de pouvoir avoir un an de place où mettre leurs enfants à l'école, pas trop loin pour le collège, pas trop loin pour le lycée. Refonder le peuple. Parce que là, il est mort. Là. Dans ce système-là, il est mort, le peuple. En tout cas, il est en voie de disparition, en tout cas, comme de nombreuses espèces animales. Collectif Nouvelle Écologie. Tant qu'on va dans cette direction-là, on va dans le mur, et les premiers perdants, c'est évidemment la classe populaire, et donc les classes moyennes qui deviennent petit à petit les classes populaires. On a des talents formidables en France, on a encore des entreprises qui sont très dynamiques, on a un État qui, même s'il est en voie de désorganisation de manière très avancée depuis un certain nombre d'années, qui a encore des personnes au niveau, qui a encore des administrations on peut toujours critiquer, comparé à énormément d'autres États dans le monde qui sont encore performantes, qui peuvent encore servir de courroie de transmission de la volonté de l'État sur les territoires. À nous de reprendre notre destin en main. Tu demandais comment faire les choses. Il faut élire Marine en 2017, il y a pas 50 000 solutions que je vois, puisque il pourra toujours y avoir d'autres hommes politiques ou femmes politiques qui proposeront des choses. À partir du moment où on refuse de se placer hors du paradigme européiste de Bruxelles, ce projet, tant qu'on reste dans ce paradigme, est absolument inexorable, tant qu'on reste dans ce paradigme. Et il n'y aura pas de... C'est pas par un entrisme, c'est pas par l'UMP qui dit on veut une France forte pour une Europe forte, non. C'est un projet mondialiste, c'est un projet fait pour les grandes puissances, d'argent et pour les grandes multinationales. C'est quelque chose qui n'est pas réformable par essence depuis son origine et de plus en plus aujourd'hui qui va de plus en plus loin dans ce processus. Là, ils n'auront pas le temps pour les HLM d'ici 2017. Pour Beaucaire, tu vas? Ouais, de de réquisitionner tous les HLM, donc on sort de nouveau, machin, puis essayer de changer les populations. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là, comme truc au niveau territorial? Ils l'ont fait pour les régionales, mais là pour la présidentielle, ils vont pouvoir faire quoi là? À quel niveau précisément? Le pouvoir pour redéfinir encore le territoire et nous empêcher de gagner. Quoi. Déjà, ils ont déjà fait quand même un sacré morceau, puisque c'est quoi? Suite à la MATPAM, on a eu il y a eu le nôtre. Pour ce qui est des métropoles, et notamment la métropole de Lille, il y a eu soit on appelle ça MAPAM, soit MATPAM, pour élargir les prérogatives des métropoles. D'ailleurs, aujourd'hui, pour rebondir sur la métropole européenne de Lille, donc, la région Hauts-de-France où j'habite est un cas très particulier de métropole, puisque c'est une région de taille assez importante,
avec sa capitale régionale et sa capitale économique incontestée complètement au bout de la région, le métro lillois, pour information, s'arrête à 500 mètres de la frontière belge. Donc on est vraiment au niveau de l'équilibre du territoire, on s'éloigne toujours plus de la capitale. Donc cette métropole a toujours plus de pouvoir maintenant qu'en plus d'être en charge de la région Nord-Pas-de-Calais, elle est en plus en charge de feu la région Picardie, mais pour moi elle est toujours pas morte. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Amiens. Amiens, ville historique, qui est autour de 120 ou 130 000 habitants, qui est historiquement capitale régionale de la Picardie, qui est complètement délaissée, qui va voir petit à petit... Alors, il y aura toujours l'exécutif régional qui sera là pour dire « Non, on va faire l'équilibre des territoires, on va vous laisser quelques trucs, on va faire des réunions chez vous, Amiens, ça va être super. » Mais en pratique, on sait très bien que c'est pas nécessairement instantané, mais sur 10 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, on sait très bien que inexorablement, cette force centrifuge des flux centrés sur les métropoles emmèneront de plus en plus. Si quelqu'un a envie de... Si un industriel français ou étranger a envie de mettre un pôle de production, notamment typiquement sur l'automobile par exemple. La Somme, historiquement, le département de la Somme où est Amiens, avait une vraie spécialisation sur la sous-traitance automobile. On a parlé récemment pas mal de Goodyear Amiens, mais c'est pas les seuls. Aujourd'hui, de plus en plus, typiquement pour ce genre de secteur industriel, cette réforme territoriale et cette métropolisation associée à la fusion des régions va toujours faire en sorte que cette force centrifuge les attire de plus en plus. Et même s'il s'agira de faire plus de kilomètres de la production finale jusqu'au consommateur, ils s'y retrouvent puisque forcément, plus les choses sont concentrées, plus ils économisent, plus c'est efficace pour eux. Et donc, effectivement, au niveau strictement de production, au niveau strictement de création de valeur pour l'entreprise donnée, effectivement, ils vont peut-être augmenter leur marge plus ou moins sensiblement selon le secteur industriel. En pratique, et c'est à ça qu'on doit penser en tant que patriote, pour l'intérêt général et pour l'organisation du territoire, c'est quelque chose qui est absolument destructeur. Il ne faut pas penser simplement à l'intérêt de certains grands groupes, il faut penser également aux habitants, aux PME, et on en est tous de ça. Et... Ouais, ça, normalement c'est le politique et puis il ne le fera pas. Non, il ne le fait pas. Mais le droit il le de fera. vote des étrangers peut-être, non? Il le fera. Comment? Le droit de vote des étrangers, là. C'est pas trop en rapport avec la métropolisation. Non, mais je demande je pense pas, je pense que c'est trop tard. Les coups bas du territoire, là, mais ils ont besoin de rien faire. Les gens qui sont nés en France, qui sont naturalisés d'office avec une carte d'électeur. Vraiment, on pourra en discuter après, mais là, c'est vraiment pas le sujet de C'est pas trop le sujet, mais on va faire aussi toutes les questions à la fin. Donc, là, on a une guerre entre deux métropoles, et si les métropoles sont trop rapprochées, il y en a forcément une gagnante et l'autre qui est vidée de sa substance. Alors, Lille et Paris sont suffisamment éloignés pour que Lille puisse avoir une certaine autonomie. D'ailleurs, dans la France et toutes les parties de la France fait tout pour fusionner, lancer des coopérations internationales, en tout cas frontalières, qui ne considèrent pas comme internationales, mais frontalières pour les régions frontalières entre la France et la Belgique, entre la France et l'Italie, un peu entre la France et l'Espagne aussi, pour toujours plus que les décideurs locaux, qu'ils soient politiques et économiques, et in fine les habitants, ne se placent plus dans le paradigme de je suis du Calaisis, je suis du Pas-de-Calais, je suis du Nord-Pas-de-Calais, je suis français, et qui se disent je fais partie de cette région fusionnée, je fais partie de cette métropole européenne de Lille, donc avec de manière indifférenciée associer les communes belges et les communes françaises. J'ai beaucoup d'amis belges, c'est pas pour dire il y en a énormément de choses à faire avec eux. On a effectivement une interface frontalière qui nous permet de faire énormément de choses en termes de commerce, en termes d'échanges avec nos amis et voisins belges. Ça c'est très bien. Le souci, c'est que en plus du processus de métropolisation, il y a toujours la volonté de dire non, vous n'êtes plus des Français, vous êtes de telle région, de telle métropole, etc. Un autre problème que peuvent poser les métropoles, et ça on en revient
à la lutte historique et millénaire de la France, de l'État, du roi puis de la République contre les différentes Austrasies, maintenant c'est la nouvelle Austrasie, l'ancienne Austrasie, Neustrie et toutes les baronnies, les métropoles, et notamment pour les plus grosses métropoles qui deviennent vraiment des mastodontes économiques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'exemple, alors tu as parlé du Grand Paris, mais un autre exemple qui est particulièrement probant et particulièrement démonstratif, c'est l'exemple lyonnais, avec la métropole lyonnaise qui a littéralement fait sécession du département ou quasiment, qui s'est arrogé pour un cas spécial. Aujourd'hui, c'est une exception. Mais l'idée qu'il y a derrière, pour continuer à détricoter les départements, c'est de faire en sorte que cette exception ne le soit plus et que ça soit et qu'on le mette en place à chaque fois que ça pourrait être fait. Alors, ça pourra pas être fait avec, ça pourra peut-être pas être fait à ce point-là avec Amiens, mais ça pourra. Pourquoi est-ce qu'un jour il ne le ferait pas avec Lille? Marseille, c'est déjà bien avancé. Avec Toulouse, avec Nantes, je ne sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur le mariage plus ou moins bénéfique notamment entre Nantes et Saint-Nazaire. C'est un sujet que tu connais infiniment mieux que toi. À l'international, puisque en Europe et en Union européenne, on a énormément de pays qui sont des pays amis, qui ont des liens économiques, qui ont l'histoire en commun, des liens culturels. Il faut que ça reste international. C'est pas quelque chose, on fait pas partie du même pays et on n'a pas vocation à être eux. Mais à l'international, pour être fort, il faut être uni. Et pour être uni, il faut avoir un chef ou un représentant qui représente l'intégralité des intérêts nationaux. Et l'idée qu'il y a derrière en faisant des métropoles très puissantes, c'est également toujours pareil, de détricoter par le bas le pouvoir national et de faire en sorte que ce ne soit pas la France en général qui négocie avec tel autre pays une fois, mais que ce soit la métropole ou la région qui s'adresse directement à la Commission européenne, qui s'adresse directement à la métropole en face de l'autre côté de la frontière, etc. Avec toujours l'État-nation français qui est vidé de sa substance et qui dans cette direction n'est plus un État-nation. Pourquoi? Parce que pour être un État-nation, il faut qu'il y ait un État, et en affaiblissant à ce point-là l'État tel que ça a été fait, c'est quelque chose qui n'existe plus. Si, pour nuire, je suis encore là, non? Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eric. Ça m'amène d'ailleurs à des réflexions qui sont d'ordre général et puis d'ordre local. Parce que quand Eric dit si demain vous étiez élu local, n'ayez pas honte d'accepter les fonds européens, les fonds structurels, le FSE, ce qu'on appelle le Fonds social européen, dont à mon avis le nom de social est tout à fait abusif, et puis les FEADER. Moi j'étais dans ce cas de figure l'an dernier à la Carène, où on devait effectivement voter pour notre intercommunalité que soit attribuée une certaine somme, je ne sais plus quelle somme, 4 millions d'euros je crois, de fonds européens FEADER. J'ai fait une intervention en disant en rappelant la position du Front National sur l'intégration européenne, qui est plutôt une position sceptique, eurosceptique, parce que nous ne croyons pas que la construction européenne, en tout cas cette forme de construction européenne antisociale, contre l'emploi, contre les identités historiques, nous ne croyons pas que cette forme soit pertinente. J'ai dit j'ai rappelé notre vision politique et j'ai dit que nous étions plutôt contre cette forme d'Europe-là, mais que malgré tout, 4 millions d'euros, on ne pouvait pas forcément s'asseoir dessus. Pour un territoire aussi, autant en décrochage économique que Saint-Nazaire, je ne parle même pas du décrochage culturel, puisque, pour revenir à notre sujet à la métropole, Saint-Nazaire est sous l'influence de Nantes, l'influence culturelle de Nantes. Donc on les a votés, ces 4 millions d'euros. Même si on a eu les colibets d'un certain nombre de gens qui disaient vous voyez, le Front National, ils sont contre l'Europe, ils votent les crédits d'Europe. Ah oui, mais... Ça reste les crédits des contribuables. Ça reste les crédits des contribuables. Pas du ciel. Ça reste notre argent. Ça reste les 22 milliards qu'on donne, qu'on devienne 13. Le FEADER, le FSE, c'est un crève-cœur, c'est une réflexion, on se demande ce qu'il faut faire, enfin, ça reste notre argent.
Eric a aussi mentionné que un certain nombre d'infrastructures, de services publics, fermaient les unes après les autres, que ce soit les écoles, que ce soit les postes, que ce soit aussi, les Français n'en seront peut-être pas forcément attristés, mais ça pose problème, les sous-préfectures. Le fait qu'il y ait une rationalisation, entre guillemets, dans un certain nombre de départements, notamment des départements ruraux, je prends le cas de mémoire de l'Aveyron, où on se demande s'il n'y aura pas devoir fermer un certain nombre de sous-préfectures parce que le département n'est pas assez peuplé, l'Aveyron c'est à peu près 300 000 habitants, bah, c'était pas très rationnel. Parce qu'il n'y a pas de raison que des départements, parce qu'ils seraient moins peuplés, comme la Mayenne dans notre région, soient affectés par un recul de la puissance publique. Pourquoi est-ce que les habitants de Châteaubriand, pourquoi est-ce que les habitants sous-préfecture, pourquoi est-ce que les habitants des campagnes mayennaises, pourquoi est-ce qu'à Ancenis, pourquoi est-ce que en Sarthe, les contribuables, ce sont aussi des contribuables, hein, ce ne sont pas que des Français qui votent mal, dit-on. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils seraient moins dignes de bénéficier des services publics que les Nantais de l'hypercentre? Voilà. C'est notre vision des choses, que tout le monde doit être à égalité, ce qui n'est pas l'égalitarisme, qui est simplement la République comprise dans son acception historique, c'est-à-dire la chose publique qui bénéficie à tous, et dans laquelle tous aient des droits et des devoirs. Et puis Eric a mentionné le cas de la concurrence des métropoles, extrêmement courant, parce qu'il est évident que dans ces régions fusionnées, vous n'aurez pas de ville de 250 000 habitants, ça ne se passe jamais comme ça. Et ce que vous voyez en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vous le voyez, alors nous on n'a pas fusionné avec la Bretagne, et on a eu des velléités. Et ce que vous voyez entre Amiens et Lille, eh bien vous le constatez entre Nantes, 285 000 habitants, et Rennes, 210 000. Et il est évident qu'un projet, par exemple, qui nous concerne de manière extrêmement locale, comme l'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes, eh bien s'il venait à se réaliser, ce serait la métropolisation accrue, non seulement de Nantes, mais de Rennes. Et il y aurait une concurrence économique malsaine entre ces territoires. Quand nous disons que nous sommes républicains, et que nous sommes sincèrement, pas simplement comme un parti qui, pour faire oublier les affaires judiciaires, changerait son nom en mettant les Républicains, ce qui est un enfer typographique. Parce que moi j'en ai marre d'écrire Moi je n'entre pas dans leur jeu d'ailleurs. Je dis les Républicains, je ne vais pas dire le parti Les Républicains. Vous voyez bien que c'est invraisemblable. Bon, si nous sommes sincèrement républicains, nous défendons la chose publique et nous défendons les territoires un développement harmonieux, équitable des territoires. Pas la concurrence entre les territoires qui présuppose la concurrence économique des territoires, qui présuppose la concurrence dans le domaine du travail entre les hommes. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir un développement un peu plus harmonieux avec des villes moyennes, des pôles moyens, des grandes villes, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être contre les grandes villes. On est ici dans une grande ville qui s'est développée par le commerce, par l'activité navale, on ne critique pas ça. Mais il n'y a pas de raison de privilégier la concurrence des territoires. Ça, c'est plutôt la vision de nos élus. Donc ce qu'a dit Eric est tout à fait pertinent. Je vais rebondir sur la concurrence, sur la concurrence des territoires, et à ce titre-là, sur les régions ou les métropoles, c'est quelque chose de particulièrement visible. Dans cette concurrence des métropoles, chaque métropole va avoir son aéroport, ou même 2 aéroports. Chaque métropole va avoir un certain nombre d'offres, et l'aéroport à ce titre-là, mais il y a aussi un certain nombre de salles, de branches d'industrie qui sont caractéristiques de ce point de vue-là. Il y a chacune des métropoles, chacune des régions est prête à faire du dumping vis-à-vis des autres régions ou vis-à-vis des autres départements à coup d'aide, à coup de favoriser telle implantation d'entreprise ou autre. C'est bien de favoriser les implantations d'entreprises. Mais pour les programmes d'ampleur nationale ou macro-régionale, il est indispensable d'avoir un État stratège qui soit là pour dire « Ok, pour bien organiser le territoire de manière harmonieuse, combien est-ce qu'on veut d'aéroports? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qui se tire la bourre comme ça avec des projets pharaoniques qui coûtent extrêmement cher aux contribuables
et qui seront peut-être pas du tout rentables dans les années à venir avec les hausses des prix du kérosène, puisqu'aujourd'hui l'aéroport Notre-Dame-des-Landes est en projet, et vous avez déjà eu l'occasion d'en parler lors de la dernière conférence du collectif Nouvelle Écologie pendant cette campagne régionale. Aujourd'hui, on a un prix du carburant qui est relativement modéré, en tout cas beaucoup plus modéré que ce qui pourra être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le mode de vie du tout le monde, ou énormément de personnes, peut, s'il économise un petit peu, y compris pour les classes populaires, de temps en temps, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, une bonne partie de la classe moyenne peut partir à tort et à travers en avion. Ça, c'est le cas aujourd'hui parce que les prix et la vie économique le permet, et c'est très agréable pour un certain nombre de personnes, et ça a été révolutionnaire, et ça, on ne crache pas dessus. Mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, et puis quand on construit un aéroport ou un projet de cette taille-là, il ne faut pas raisonner aux prochaines élections, il faut raisonner à 50 ans, ou en tout cas à plusieurs décennies. Il faut se poser la question de est-ce que ce modèle est viable? Aujourd'hui, immédiatement, il y a peut-être des besoins, quoique on a eu l'occasion de détailler ça sur le fait que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'apporte pas de plus-value, est un projet de héros et d'un certain nombre de ses amis qui est complètement déconnecté du bon sens et de l'efficacité. Et là, pour le coup, je l'utilise dans tous les sens du terme, l'efficacité, puisque là, c'est juste idiot, égocentrique et absolument inefficace. Mais la question est de savoir, pour des pôles majeurs, type aéroport, type où est-ce qu'on veut fabriquer un certain nombre de bateaux, où est-ce qu'on veut avoir des pôles industriels pour l'automobile, pour la recherche fondamentale, etc. Le fait de vouloir tout transmettre aux régions et aux métropoles qui se tirent la bourre pour essayer d'en avoir un petit peu chacun, c'est absolument dramatique en termes de cohérence des territoires. Il est indispensable que l'État stratège ait son mot à dire et soit le premier, pour ces sujets majeurs, à être chef d'orchestre de toutes les collectivités, que ce soit métropole, que ce soit région, département ou autre. Et le problème de tout ça, c'est que si cette... on est au Front National et au collectif Nouvelle Écologie également, on est pour l'État stratège, puisque c'est l'autorité la plus légitime pour organiser le territoire. C'est pas les régions, c'est pas l'Union européenne. Et l'État stratège, c'est pas tout régenter, c'est pas faire des plans en obligeant tout le monde, des réallocations de ressources dans ceci ou cela, c'est pas du dirigisme, mais c'est que pour des sujets aussi stratégiques qu'un aéroport, pour des sujets aussi stratégiques que des filières d'emploi majeurs ou industriels, il est indispensable que ce soit à l'échelle de l'État que ce soit décidé, et que ce ne soit pas une telle région ou une telle collectivité qui fasse ça pour essayer de piquer de l'emploi à l'autre. Et quand on voit par exemple, et là je prends un dernier exemple de ma région, j'habite dans l'est de la Somme, tout près j'habite peut-être à 20 km du tracé potentiel ou du tracé futur du fameux canal Seine-Nord, canal à grand gabarit. Ce qui est un projet tout à fait intéressant. Il y a un certain nombre de questions vis-à-vis des financements, de quel pourcentage sera financé par la région, le département, par la région Île-de-France, par la région, avant c'était Nord-Pas-de-Calais et Picardie, maintenant c'est les deux. Il y a des problèmes de financement, mais le projet est intéressant et il y a énormément de choses à faire avec ce genre de projet. Mais ce qui a posé le plus de problèmes dans l'élaboration de ce projet, c'était pas les financements, ou en tout cas ça a compté, mais une autre chose qui a fait perdre énormément de temps à ce projet qui est pertinent globalement, ça a été de savoir comment est-ce qu'on fait pour désamorcer les Normands et la région Normandie qui faisaient tout pour couler ce programme. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un tel canal à grand gabarit qui permettait de faire le trajet entre le bassin parisien et les Flandres et les grands ports de Belgique et des Pays-Bas, mais était problématique pour l'estuaire de la Seine et pour toutes les zones entre les deux qui permettaient d'acheminer les ressources. Ça peut se discuter, on peut discuter de qu'est-ce qui est plus pertinent pour la France et pour les Français entre vouloir un axe principal, seulement l'axe de la Seine, ou bien vouloir faire un axe
nord-sud. C'est des choses qui se discutent, c'est de l'aménagement des territoires. Et ça, en fonction de nos objectifs, il peut y avoir une certaine logique. Et c'est à l'État stratège de décider. C'est pas à une guéguerre entre la Neustrie du Sud, qui est la Normandie, ou la Neustrie du Nord, qui est le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de jouer le rapport de force et de se battre. C'est pas à ça de décider, c'est pas à cette guéguerre de décider à la fin de cette petite bataille, de cette petite bagarre de barons, et à la fin de cette petite bagarre qui est également influencée par les majorités politiques en fonction de quelle est la couleur et quelle est l'étiquette de tel ou tel agent. Non, l'État stratège doit être fort pour ses projets stratégiques d'envergure nationale, pour avoir une France qui n'est pas dessinée par 50 000 dessinateurs en même temps et qui au final nous font des gribouillis comme peut montrer cette belle affiche que Gauthier montre. Et puis que ça réponde à des besoins, que ce ne soit pas des joujoux politiques. Quoi. Ça répond à des besoins, que ce ne soit pas des joujoux politiques, et arrêter de regarder l'État, quand il organise le territoire, ne doit pas regarder les étiquettes politiques pour faire des projets qui seront conséquents, majeurs et utiles encore dans des décennies à venir. Là, on n'est pas... Effectivement, on rigole pas. Et alors, un canal, un aéroport, enfin, soyons fous. Quoi. Et pyramide. Pour finir sur ça, moi je fais une pyramide. Pour finir sur cette concurrence, je parle d'un État qui est stratège et qui doit savoir être fort et qui doit avoir la volonté politique et les moyens administratifs d'être fort pour un certain nombre de projets d'ampleur stratégique. Oui, sur ces projets-là, on ne rigole pas, on ne discute pas, on ne négocie pas. Si on considère que c'est pour l'intérêt général, on avance et on le fait. Par contre, ça n'empêche absolument pas le fait d'avoir une liberté pour un certain nombre des acteurs économiques. On n'est pas là pour obliger tout le monde à faire telle chose, telle entreprise, telle construction. Mais on est là pour faire préparer au niveau national et au niveau local des pôles d'ampleur stratégique qui sont absolument indispensables pour notre souveraineté et pour notre prospérité, et préparer des bassins fertiles pour faire en sorte que les gens vivent mieux, que les emplois soient créés, et pour ensuite, grâce et seulement grâce à ce carcan de souveraineté qu'on peut parfois imposer à des acteurs locaux mais qui est indispensable, permettre la prospérité, la liberté économique des acteurs non directement stratégiques et faire en sorte que cette liberté économique puisse permettre à chacun d'entreprendre, de créer et d'être embauché. Eric vient de parler de l'État central, de l'État qui serait stratège, qui ne serait ni dirigiste ni impuissant. C'est la forme d'État que nous souhaitons pour la France que nous voulons. Et après ce premier bilan d'étape des métropoles, on voudrait se livrer à un exercice de prospective avec vous, c'est-à-dire voir ce qui pourrait émerger dans les, disons en 2040, dans les 25 prochaines années. Ce n'est pas du tout un exercice de science-fiction, puisque le gouvernement, dans lequel nous ne sommes pas, ça ne nous a pas échappé, a réfléchi à cet exercice. Là, ce qu'on appelle la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire, a proposé ainsi, c'était je crois en 2011, une prospective de ce que pourraient être les formes de métropolisation en France, à travers 4 scénarios principaux, parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont d'ores et déjà actées, mais on ne peut pas connaître le futur politique, on ne peut pas connaître le contexte international, le futur géopolitique de la planète. Ça affectera forcément la France. Et donc, on va vous présenter 4 scénarios très différents, mais qui montrent chacun des formes négatives, les plus négatives de la métropolisation, et puis certains traits positifs de cet État central qui est assez souvent malmené dans les médias, mais qui a quand même ses vertus. Parce que l'État, il est censé être protecteur, il est censé être l'État d'une république sociale, il n'est pas censé être qu'un État qui prélève des impôts, qu'un État qui flash les automobilistes. Ça, c'est la vision qu'en ont beaucoup de nos concitoyens, parce que les médias nous livrent cette vision de l'État. Eh bien, essayons de voir ce que ça pourrait donner, ces métropoles et cet État, est-ce qu'il sera plus puissant, est-ce qu'il sera moins puissant en 2040. Alors, pour information, notre exercice, qui vient donc de cette étude de la DATAR, vient d'une revue théorique de la DATAR, je vous laisse feuilleter éventuellement, qui s'appelle Territoire 2040, qui est une revue assez intéressante, qui n'est pas à prendre
au pied de la lettre, parce que ça vient aussi, c'est aussi une réflexion qui vient de gens qui ne sont pas du Front National, qui sont plutôt des gens qui travaillent pour le gouvernement, donc qui n'ont pas forcément les problèmes d'une majorité de Français. Et on ne va pas strictement le prendre pour argent comptant, d'ailleurs. On va essayer de contextualiser un peu, de critiquer, de remettre en cause certains schémas. Alors, ces 4 scénarios principaux, éventuels de la métropolisation dans les 25 prochaines années, ça répond à 4 néologismes. Après tout, on a bien inventé les Hauts-de-France et d'autres choses, on peut aussi faire des néologismes plus intelligents, qui partent de vrais mots. Alors, quand vous voyez le mot police, qui sera utilisé à chaque fois dans chacun de ces néologismes, hyperpolisation, régiopolisation, postpolisation et dépolisation, ne croyez pas que ça va être un retour à la cité, à plus de démocratie. Ce sont plutôt des modèles de nivellement démocratique, même si là on va surtout parler de territoire. L'hyperpolisation, un scénario d'hyperpolisation, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, selon un scénario d'hyperpolisation de la France, dans la prochaine génération qui vient, en fait, notre territoire serait avant tout influencé par les dynamiques mondiales d'urbanisation. Et cette mondialisation qui se poursuivrait, qui s'accélérerait sans contre-coup majeur, sans grave crise, sans grave guerre, eh bien, elle aboutirait en France, mais en fait dans différents pays d'Europe, dans différents grands pays, à la constitution de grands réseaux hyperpolisés. Le renforcement de la capitale. Paris et le désert français, voilà, c'est vraiment... ça existait dans les années 60, on en avait fait un célèbre livre. En 2040, ce serait encore plus accentué. La différence peut-être avec maintenant, on a encore Paris et le désert français, et puis des métropoles qui émergent, mais qui tout en émergeant ne rééquilibrent pas vraiment le tout. La différence, c'est qu'on serait dans un climat de coopération, à la fois de coopération, compétition entre ces nœuds métropolitains. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille un peu plus gros, Nice, Lyon aussi un peu plus gros, et puis Strasbourg et Lille qui sont un peu particulières avec une vocation européenne vis-à-vis du Benelux et de l'Allemagne. Cette coopération-compétition, on peut le prendre dans un sens assez positif, d'émulation créatrice, on peut penser qu'en termes de synergie économique, de synergie industrielle, ça peut être positif. Mais ça veut quand même dire accentuation du phénomène que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure de concurrence des territoires. Il est évident que ça va se tirer la bourre pour essayer de déterminer qui sera le territoire le plus puissant, le plus peuplé, avec les industries les plus performantes, avec les activités culturelles les plus attractives, avec le dynamisme touristique le plus affirmé. Donc peut-être que ces territoires seront riches, non sans grave problème bien sûr, mais tout ce qu'il y a autour, ça risque de se dépeupler, ça risque de décrocher économiquement, industriellement. Il risque de ne pas y avoir beaucoup d'activités culturelles, et le tourisme, ça me semble un peu compliqué. Et puis, ce système, ça pose aussi d'autres problèmes, c'est la concurrence des pouvoirs. Parce que dans un système d'hyperpolisation, eh bien, ce qu'on appelle l'échelle stato-nationale, l'échelle de l'État-nation, la forme particulière qu'a pris la France et un certain pays, c'est-à-dire un peuple français, un État, la France. Cette échelle, elle existerait toujours. Ce serait la République. Bon, ça ne prédispose pas d'ailleurs du type de régime, mais supposons que ce soit une République. La République, une et indivisible. Sauf qu'elle n'est déjà plus très efficace actuellement, plus très forte, elle le serait d'autant moins dans ce scénario. Ça, c'est le scénario le plus probable. Parce que c'est simplement l'accentuation sans contre-pouvoir de ce qui se passe actuellement. Et puis, quels pourraient être les autres scénarios? Eh bien, pourquoi ne pas envisager une régiopolisation? Alors moi, je suis pas trop d'accord avec la data, parce qu'ils nous disent c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'autre, soit l'autre, les quatre. Moi, je vois pas pourquoi l'hyperpolisation, ça ne pourrait pas s'accompagner d'une régiopolisation, c'est-à-dire d'une accentuation des nœuds métropolitains actuels qui sont des villes avec leur agglomération immédiate, Nantes c'est 23 communes, en des métropoles de taille régionale, des régiopoles, qui effaceraient quasiment de fait les régions actuelles. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors ce sont des appellations de la data, ça vaut ce que ça vaut,
c'est pas des noms officiels, puisque ces choses-là n'existent pas, mais on les entend parfois dans le débat public. On nous parle parfois d'Eurolil, d'Euromède, d'espace lémanique. Une des particularités de l'armature territoriale dans ce système, c'est que les régions sont en partie ont une dimension économique transfrontalière. Elles sortent du cadre étatique français. Il va y avoir des régions qui seront interconnectées avec la Suisse et l'Italie, avec l'Allemagne, avec le Benelux, avec l'Espagne. Et puis on a aussi toujours ce phénomène de concurrence. Actuellement, un peu moins à droite, mais beaucoup à gauche, au Parti Socialiste, de la Bretagne à l'Aquitaine, le PS souhaite une région atlantique unique, un arc atlantique. Là, forcément, ça va poser un problème de concurrence entre Rennes et Nantes, qui sont déjà concurrents entre eux, et Bordeaux. Donc on pourra avoir deux Atlantiques, un Atlantique rhénano-nantais et un Atlantique bordelais. Qui leur garantirait une majorité régionale pour un siècle. Ah oui, ça c'est certain. Ouais. C'est une région bien en rose. Et selon ce système, selon ce schéma, ce scénario de régiopolisation, il y aurait en plus toujours une différentialisation territoriale forte, avec une accentuation de ce qu'on appelle les polarités, ces systèmes régionaux qui concentrent l'essentiel des infrastructures, des fonctions de commandement, des pouvoirs. Tout ce qu'il y a d'intéressant en gros. Donc ce seraient des méga-régions de plus en plus polarisées, de plus en plus urbanisées. Et cette carte, elle est de 2011. Elle ne pouvait pas supposer le redécoupage des régions, des 22 régions en 13 qui s'est opéré l'an dernier. Mais finalement, c'est une vision assez actuelle de ce qui s'est passé entre-temps. Pas besoin d'aller jusqu'en 2040, puisque... Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, Rhône-Alpes, ça a fusionné avec l'Auvergne. Là, on a effectivement une région pyrénéenne quasiment unique, Languedoc-Roussillon, Pyrénées. Et puis là, on a eu ce qu'on appelle les Hauts-de-France, et là, on a le Grand Est. Pardon, ici, le Grand Est. Donc, moi, si rien n'est fait, je ne vois vraiment pas pourquoi le scénario 1, il ne s'embriquerait pas avec le scénario 2, qu'on aurait cette hyperpolisation avec le grossissement sans fin de la métropole de Paris, avec en plus un phénomène de régiopolisation, c'est-à-dire que au départ, nous avions les départements comme échelon administratif de référence, compréhensible de tous. Dans les années 1980, c'est devenu les régions, avec les 3 actes de décentralisation. Pourquoi pas demain, les régiopoles. Ça, c'est si rien ne change. Mais finalement, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et peut-être qu'il y aura de graves crises internationales, peut-être qu'il y aura des choses qu'on ne maîtrise pas, et rien ne nous dit qu'on ne sera pas dans d'autres formes d'organisation territoriale et humaine. Par exemple, une décroissance économique, une décroissance démographique. C'est pas impossible. La Datar a imaginé 2 types de scénarios qui sont assez différents. Post-polisation, c'est la périurbanisation généralisée. Un peu comme si vous allez dans certains pays d'Asie, par exemple, des grands pays d'Asie, en Inde. Vous allez en Inde, vous sortez de Delhi, vous ne savez jamais quand vous sortez de Delhi. Delhi, ça fait peut-être 100 km de long. Puis vous êtes dans une autre ville, vous ne vous en rendez pas compte, parce que l'étalement urbain est tel... C'est pas cartographié. Ouais. Donc là, ce scénario, c'est une périurbanisation généralisée. Il y a quelques centres qui conservent des fonctionnalités importantes, mais c'est du périurbain complet. La mondialisation, ce scénario infuserait l'intégralité du territoire, et puis c'est une victoire, finalement, symbolique des périphéries contre les centres. Contre les centres qui actuellement, que ce soit en France comme dans la plupart des pays industrialisés, capitalisent des fonctions de commandement. Ce qu'on appelle aux États-Unis les CBD, Central Business District, ce sont dans les centres. Dans un scénario, ça n'existerait plus. Et les centres historiques resteraient, mais ils décroîtraient en population. Ce qui n'est pas impossible, hein, parce que par exemple, Paris, aujourd'hui, fait à peu près 2,2 millions d'habitants. Paris, au recensement de, je crois que c'est 1928, c'était 2,8.
Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une décroissance démographique des centres, même si, à mon avis, c'est pas l'hypothèse la plus probable. Il faudrait plutôt une influence de critères internationaux pour y aboutir. Mais pourquoi pas? Un peu plus crédible, c'est le scénario de dépolisation qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas tant qu'il n'y ait plus de ville, mais il n'y a plus de police. La ville, dans son acception démocratique, oui, administrative aussi un peu, le fait de faire citer. Selon ce scénario, post-polisation, après la cité, après la ville, eh bien l'évolution urbaine, par éventuellement la décroissance démographique, par aussi le choix individuel, aboutirait à une baisse des polarisations des territoires. Il n'y aurait plus de centre, et ce serait une organisation spatiale qui perdrait toute la hiérarchie qu'elle a connue depuis, le bas Moyen-Âge, où très tôt Paris s'est imposé après que Lyon fut capitale des Gaules. Là, c'est un tout uniforme. C'est aussi, même si c'est pas marqué comme ça, hein, c'est aussi globalement des communautés qui sont cloisonnées les unes par rapport aux autres. C'est un peu ce qui existe aux États-Unis avec le phénomène des gated communities. Ces villes, c'est même plus à l'échelle de quartier, c'est à l'échelle de villes, qui villes refermées les unes sur les autres, clôturées. Vous avez des villes de retraités, vous avez des villes plutôt sur des critères ethnoculturels, voire sur des critères religieux. Eh bien, les gens qui habitent ces villes aux États-Unis ont décidé de vivre entre eux parce que, pensent-ils, ils vivent plus en sécurité, ils vivent plus en accord avec leur vision du monde, voire leur vision religieuse du monde, leur vision culturelle du monde. Le problème, c'est qu'il ne faut pas nous parler ensuite de... Si on fait ça, il ne faut pas nous parler de vivre ensemble, parce que là, on ne vit plus ensemble. On vit entre soi, et on vit côte à côte. C'est pas franchement... Aucun de ces modèles n'est très républicain, dans le sens croire en l'assimilation d'individus qui viennent de parcours culturels différents. Alors celui-là, c'est vraiment le moins républicain d'entre tous, même si ce n'est pas le plus probable. Moi, si je vais faire un pronostic, je ne suis pas Nostradamus, hein, je dirais que si nous ne faisions rien, nous aurions sans doute un des deux premiers scénarios, ou les deux. C'est-à-dire plus de métropolisation, affirmation de nouvelles entités régionales, en lieu et place des régions administratives qui ont d'ores et déjà été regroupées, et puis tout ce qu'il y a autour, périurbain, rural, soit ça serait annexé, et ce serait finalement les métropoles qui leur donneraient de temps en temps les subsides, soit ce serait abandonné, et ça peut être demain dépeuplé. Il y a certaines communes rurales qui actuellement sont dépeuplées, il y a des communes qui sont en décroissance démographique, pas que des petites communes, des villes moyennes, comme Decazeville, comme Sedan. J'essaie de trouver des exemples locaux. À Saint-Nazaire, c'est pas tout à fait le cas, mais Savenay, pardon. Ce sont des communes qui ont connu leur apex démographique, leur apogée démographique, dans les années 60. Et qui maintenant perdent quelques dizaines, quelques centaines d'habitants par an. Pourquoi? Parce qu'avant, elles étaient souvent des villes industrielles, ou des villes d'artisanat, avec des spécialisations. Et maintenant, puisqu'il n'y a plus ces activités, non seulement qu'il n'y a plus ces activités, et qu'il n'y a plus l'intérêt qui leur est porté par la puissance publique, puisqu'on considère que ce sont des territoires qui ne sont pas compétitifs économiquement, donc pas intéressants, eh bien, les gens n'y habitent plus. Et ils préfèrent habiter dans les lieux de centralité pour, pense-t-il, pouvoir bénéficier des avantages, même si ces avantages, ça veut aussi dire un coût de la vie qui est plus cher. Voilà, donc espérons qu'aucun de ces quatre scénarios ne se produise. Et si nous votons Marine Le Pen et que Marine Le Pen est au pouvoir, il est certain qu'elle fera les choses pour. Même si, encore une fois, même si Marine Le Pen faisait une grande loi d'aménagement territorial, je ne sais pas, en 2018, c'est pas en 2019 que les effets se feront sentir. Ils se feront sentir. En fait, nous préparons la France du 22e siècle. C'est un peu présomptueux à dire, mais le 21e siècle, on est déjà en plein dedans. C'est déjà bien entamé. Nous préparons plutôt le siècle qui suit. Alors, pour éventuellement donner une ouverture nantaise
à cet exposé sur les dynamiques de métropolisation, on pourrait dire finalement que la métropolisation, vous en voyez les effets concrets d'ores et déjà depuis quelques années. Ce sont des effets un peu confus, même si parfois ils touchent le portefeuille et que là on les sent mieux, les effets de la métropolisation. À Nantes, très concrètement, je dis à Nantes, mais c'est la métropole de Nantes, donc c'est je crois 23 communes, y compris des petites communes, hein, Mauves-sur-Loire ou Thoiré, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'ils se sentent solidaires forcément des projets de Nantes. Eh bien, ils ont subi une hausse de fiscalité locale de plus de 800% l'an dernier. 800%. Alors, de tête, je ne sais jamais si c'est taxe foncière ou d'habitation, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est l'une des deux taxes qui a pris 850% de plus pour 2016, sous les protestations officielles de l'actuel vice-président du conseil régional. Mais enfin, les protestations sont quand même intervenues. 800%, c'est multiplié par 8. Ouais, par 9. Ces protestations sont quand même intervenues dans un contexte de campagne électorale. Je peux me demander si elles sont très sincères. Ça, c'est un effet concret de la métropolisation, parce que Nantes serait restée Nantes avec la vingtaine de communes autour, bah, Nantes aurait fait ce qu'elle aurait voulu de la fiscalité locale. Mais Vertou, ou Thoiré, ou Saint-Herblain, ou Rezé, ou les 20 autres communes n'auraient pas été solidaires de ces choix. Nantes, elle fait ce qu'elle veut. Mais les habitants des autres communes n'ont pas forcément les moyens de voir une de leurs taxes multipliée par 9. Et ils n'ont certainement pas, à mon avis, la volonté. Ça, c'est typiquement des choix antidémocratiques, même si on peut considérer que ça a été voté en conseil métropolitain. Mais qui dirige les conseils métropolitains? Ici, c'est la gauche. Ici, c'est la maire de Nantes, puisque souvent ces choses-là se cumulent. Mais le peuple est assez peu représenté dans sa pluralité politique, puisque les conseils métropolitains et les intercommunalités étant issus des conseils municipaux, il n'y a pas plus de proportionnel dans ces organismes qu'il y en a dans les conseils municipaux. Pour poursuivre une conclusion locale, une ouverture locale, il faut, je crois, faire un tout petit point, enfin on peut parler en introduction, on peut suivre sur cette histoire de Notre-Dame-des-Landes et tout ce qu'il y a autour. Parce que Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport Grand Ouest, tout nous dit qu'il est essentiel, alors que l'actuel aéroport n'est même pas saturé. Ça présuppose un redessinement, un nouveau dessin territorial, dessin à la fois des Hauts-de-Zacienne, pour faire la carte et dessin de l'objectif, dans tout l'ouest français, de la Bretagne, en gros jusqu'à la Vendée. Déjà, je rappelle que nous contestons le fait que la consultation populaire qui va avoir lieu le 26 juin prochain ne se fasse que dans le département de Loire-Atlantique, parce qu'il est évident que dans un département où Nantes représente 22% du corps électoral, et Nantes étant plutôt... Si l'aéroport devait se faire, il en bénéficierait plutôt, pour des raisons qui sont des raisons plus complexes à expliquer, qui sont des raisons socio-économiques. Ben, s'il y a 22% d'un électorat qui est plutôt favorable, la consultation ne risque pas d'invalider Notre-Dame-des-Landes. Déjà, si on l'étendait aux autres départements de la région, notamment à la Vendée et à la Mayenne, même si ce sont des départements très peu peuplés, 300 000 et 600 000 habitants, eux ont intérêt à ce que l'aéroport ne se fasse pas. Donc déjà, ça rééquilibrerait un peu. Mais notre souhait, au Front National, c'est de l'étendre aussi à la Bretagne. Eh bien, on voit que le gouvernement... Qui cofinance, parce que... Et qui cofinance au titre régional, mais au titre... c'est surtout les contribuables qui vont financer. C'est pas tellement Vinci qui va... C'est pas celui qui met en œuvre qui finance. Bon, nous observons que le gouvernement, il annonce une consultation, et puis en même temps, c'est la démocratie à moitié, quoi. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce projet d'aéroport, il suppose d'autres choses. Et il suppose notamment une réorganisation que nous combattons à la Carène et aujourd'hui au Conseil régional, dans les intercommunalités et au Conseil régional, d'une réorganisation du réseau ferroviaire de l'Ouest. Ce qu'on va appeler, dans les 10 prochaines années, enfin plutôt en 2035, je crois, les LNO-BPL, lignes liaisons nouvelles de l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, qui sont une lubie des élites politiques de droite et de gauche, pour rapprocher un peu plus Paris de Rennes, et Rennes des extrémités de la Bretagne, littéralement du Finistère de la Bretagne, dont le vrai département du Finistère, ici,
Bon, c'est plutôt là d'ailleurs. Et c'est un projet qui n'est pas encore tout à fait défini. On a 3 scénarios différents, avec des sommes qui ne sont pas anodines, hein, qui vont de 3,2 à 5,5 milliards d'euros. On se demande comment des régions endettées comme la Bretagne et surtout les Pays de la Loire pourront assumer cet investissement. Surtout s'il faut faire en plus un aéroport à 4 milliards d'euros. Surtout s'il faut faire encore en plus des franchissements de la Loire à au moins 1 milliard d'euros, notamment un franchissement qui serait utile pour la Vendée à peu près entre Paimboeuf et Lavaux-sur-Loire. Tout ça est infinançable. C'est pas ce qu'ils veulent faire comme ils ont fait sur la Côte d'Azur, bétonner toute la côte pour que les riches parisiens puissent... Il y a un aspect bétonnage, Ouais. mais il y a un aspect très parisien pour le coup. Parce que Nice, hein, C'est gagner des minutes. Très important de gagner 11 minutes de trajet. pour Bah oui, 9 minutes de trajet dans le moins bon scénario. Très très important de gagner entre 9 et 14 minutes de trajet. Et pour ça, on va investir à peu près 4 milliards d'euros. En négligeant ce qui devrait être essentiel, c'est-à-dire les liaisons infrarégionales au sein de la Bretagne intérieure, qui est très mal desservie, dont certaines parties sont très mal desservies par le réseau ferroviaire. Est-ce que vous trouvez bien normal que si vous voulez aller à Redon, sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, en partant de Saint-Nazaire, vous deviez passer par Savenay? C'est-à-dire que pour vous éloigner de Nantes, vous allez aller à mi-chemin entre Saint-Nazaire et Nantes. Faire comme ça. Tac, tac. C'est incohérent. Et bien, au lieu de régler ce problème en faisant une ligne qui serait quasiment à ligne droite, sur 50 km du sud au nord entre Saint-Nazaire et Redon, on va plutôt poursuivre le TGV. C'est pas qu'on soit contre le TGV, hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais enfin, faut pas que ce soit le tout TGV. On va plutôt faire en sorte d'accélérer les trajets entre Rennes et tout le reste de la Bretagne. Mais l'important, c'est pas trop de connecter Rennes au reste de la Bretagne, c'est surtout de connecter Paris, Rennes, le reste de la Bretagne. Voilà ce qu'on nous prépare avec ces LNO BPL, dont l'intitulé est malicieux. Parce que quand vous votez sur les LNO BPL au Conseil régional des Pays de la Loire, comme nous l'avons fait il y a 3 jours, enfin on a voté contre, on a d'ailleurs déposé un amendement, Jean-Claude Blanchard a déposé un amendement pour signaler qu'il n'y avait pas de raison que dans l'intitulé, il y ait marqué les LNO BPL, je vous le dis de mémoire, c'est marqué en langue administrative, etc. Les LNO BPL qui se feront compte tenu de l'aéroport Grand Ouest. Comme si l'aéroport était une certitude et était une nécessité. Nous avons fait un amendement pour changer la langue, littéralement, pour remettre un peu d'honnêteté en disant que l'aéroport ne devait ni être présenté comme une nécessité, parce qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la non-saturation de l'aéroport atlantique, ce n'est pas avéré, et puis ce n'est pas une certitude. Ou alors c'est qu'on présuppose l'issue de la consultation du 26 juin. Voilà. Il est anormal que les LNO BPL, ces liaisons nouvelles, disent on se fera parce qu'il y aura le nouvel aéroport. Mais c'est sûr qu'en retour, ça légitime les partisans de l'aéroport, qui sont autant des politiques que la grande presse. Hein. Ici, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu Ouest France, vous avez compris que c'était plutôt pro-aéroport. Eh bien, ces gens-là, s'ils se disent, ceux qui pensent le réseau ferroviaire estiment que l'aéroport est nécessaire, ils disent bah, l'aéroport est nécessaire pour qu'il y ait un réseau ferroviaire. C'est un système qui s'entretient. Et ce n'est pas un cercle vertueux. C'est plutôt un cercle vicieux de par les investissements qu'ils demandent. En gros, 4 milliards d'euros, plus 4 milliards d'euros, plus 1 milliard d'euros. Liaison nouvelle, aéroport, franchissement. Un pack à 9 milliards d'euros. Pour qu'en plus, on n'ait pas les liaisons dont on ait besoin. Je vous ai parlé de la Bretagne intérieure. J'aurais aussi pu vous dire combien serait grand le besoin d'une ligne ferroviaire directe entre la gare de Nantes et puis l'aéroport actuel, à Bougnay. Cette ligne n'existe pas. C'est un peu aberrant. C'est un peu la... Ça se métropolise, mais pas partout, quoi. Il n'y a pas de cohérence partout. Il serait quand même cohérent de lier la gare à l'aéroport de Nantes, ou alors c'est peut-être qu'on veut
On ne veut pas favoriser tant que ça, on ne veut pas dynamiser tant que ça l'aéroport, puisqu'on est déjà, inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, dans un scénario d'un transfert aéroportuaire. Eh bien, ce n'est pas notre position. Et ce genre d'idée, c'est initié par qui, là, les entreprises du BTP? C'est difficile à dire. Il est évident qu'il y a un lobbying. Les politiques sont soumis aux entreprises du BTP notamment. La presse fait aussi son travail. Hein. La presse fait aussi son travail. Je citais Ouest France. Eux, ils sont un peu débiles, non? Enfin, je ne maîtrise pas, quoi. Bah, ils réagissent. En fait, leur projet est cohérent suivant leurs intérêts, qui sont, disons-le, moi je dis les mots, hein, c'est des intérêts de classe. Les classes sociales n'existent pas, elles existent quand même. Mais tout flatteur vite te dépend de celui qui écoute. En fait, tout flatteur vite te dépend de celui qui écoute, et quand tu regardes qui détient tel groupe, quels sont les intérêts liés, etc. C'est vrai qu'on est on ne va pas apprendre grand-chose dans la presse, en fait, c'est ce que je voulais dire. En fait, les politiques décident, c'est quand même eux qui votent à la fin, hein, mais ils ne décident pas souverainement. Parce qu'ils sont soumis à la presse, ils sont aussi soumis à un certain nombre d'organismes auxquels on ne pense pas, du type conseil de développement. Ce sont les organismes qui pensent en gros le développement territorial, en lieu et place de ce que citait Eric, c'est-à-dire l'État central. L'État central ne va pas être omnipotent, mais il a quand même une vision stratégique de long terme, que par définition ne sont pas forcément des organismes qui sont assez peu représentatifs de la... déjà assez peu compétents à mon sens, et assez peu représentatifs de la pluralité d'idées. Tout ça c'est un mélange, grands groupes multinationaux, presse, expertocratie, ce qu'on appelle l'expertocratie. C'est-à-dire, au lieu de mettre des représentants du peuple, mettons des experts, qui représentent quand même leurs intérêts propres, même s'ils doivent essayer de faire montre d'une certaine neutralité. C'est un mélange qui fait qu'il y a un certain nombre de blocages. Notre-Dame-des-Landes, ça fait 50 ans qu'on en parle. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à multiplier ce genre de choses avec des environnements de la situation qui touchent des indemnités, il me semble, non? Dans les conseils métropolitains, dans les organismes comme les conseils de développement, Vinci a de l'argent, plus c'est regardé, plus il a de l'argent. Les agences d'urbanisme, on touche des indemnités. Donc ils ont intérêt à multiplier ce genre de projets qui ne peuvent pas se faire. Ah bah oui, ma foi. Au Césaire, qui est aussi décisionnaire sur cette chose-là, même s'il émet des avis consultatifs. Ouais. En influençant, il est quand même décisionnaire malgré tout, en influençant intellectuellement les gens en disant « Ah oui, c'est bien, parce que les régions seront plus fortes économiquement ». Au Césaire, on touche de l'argent. Et ce sont pas forcément, il n'y a pas un mec du FN au Césaire. Puis après, tu peux payer des politiques. Bah, après, on peut pas l'accuser personnellement, mais on sait qu'il y a par les régions, il y a plus de corruption. Dans l'histoire de Notre-Dame-des-Landes avec Jean-Marc Ayrault, il est évident que si c'est un projet qu'Ayrault fait durer envers et contre tout depuis. Ayrault, il est en politique depuis 86, je crois, non 87. Ouais, il était maire de Saint-Herblain avant ça, depuis 83, je pense. S'il fait durer le projet depuis une trentaine d'années, contre certains de ses camarades, entre guillemets, du Parti Socialiste d'ailleurs, c'est bien qu'à mon avis, il y a plutôt une logique financière ou d'influence que du réalisme. Il est d'ailleurs piquant de constater, concernant Notre-Dame-des-Landes, que, pour revenir d'ailleurs aux intercommunalités, qui sont un petit peu les métropoles en petit, hein, l'ancienne communauté urbaine de Nantes, ce qu'il y avait avant la métropole de Nantes, depuis 2001 à peu près, il y avait sans problème Jean-Marc Ayrault président, et puis des gens qui, tout en étant vice-président, étaient contre Jean-Marc Ayrault pour l'aéroport, des gens qui étaient vice-présidents qui étaient contre l'aéroport, comme le sénateur Renaud Dantec, qui est contre l'aéroport, est un sénateur écologiste. Ça ne devrait pas exister ces choses-là, mais il y a des gens qui trouvent le moyen chez ELV d'être sénateur. Il était contre l'aéroport, ça ne l'a pas dérangé pendant 2001, il a dû être vice-président pendant au moins 7 ans, il a dû toucher une belle indemnité qui doit à peu près être à 7000 par mois. Il était contre l'aéroport, son président était pour l'aéroport. Il n'y a pas de gêne chez ces gens-là, ils ne se sentent pas du tout gênés. Qu'est-ce qu'on dirait inversement si on avait gagné la région Nord ou la région PACA, disons la région PACA, où il y aurait Marion Maréchal Le Pen président. Et puis Marion Maréchal, président de région. Marion Maréchal Le Pen présidente de région, eh ben, elle ne veut pas de la LGV, je crois que c'est son programme, le programme national du Front, elle ne veut pas de la LGV Nice, je crois, Turin, pour des raisons qui sont rationnelles. Et puis, elle a dans son équipe
monsieur doit, il est, donc elle est contre, donc il est pour. On aurait immédiatement des unes de la presse nationale, pas de la presse régionale, hein, ce ne resterait pas quand on est à la Provence, des 20 heures, des agences de presse qui viendraient demander mais quoi, votre vice-président, vous êtes contre un projet, lui il est pour, qu'est-ce que c'est que cette incohérence? Presse italienne. Là on aurait la presse italienne, on aurait peut-être, je sais pas, oui parce qu'en plus on a le partenariat avec la Ligue du Nord, on aurait peut-être CNN, on aurait des choses comme ça. Bon, ces choses-là n'arrivent pas quand on est au Parti Socialiste. Ces choses-là n'arrivent pas quand on est aux Républicains. Moi, je suis pas certain que... Je ne connais pas très bien. Je connais pas très bien la problématique du canal Seine-Nord. Bon, je suis pas certain qu'entre la droite et le centre, il y ait une parfaite unité politique sur ce sujet-là. Donc, ce qui s'applique pour la droite et la gauche, ça ne marche pas pour le FN. C'est quasiment une loi chimique. Et ça montre quand même l'hypocrisie des autres. Et je ne dis pas qu'on est des types parfaits. On a quand même une certaine rectitude. C'est que chez nous, on a des chefs à peu près naturels, et comme ils vont vers le bien général, on est à peu près discipliné. Ce serait inenvisageable, en PACA ou dans le Nord, qu'il y ait une présidente qui dise quelque chose, et un de ses vice-présidents qui soit contre, qui reste 8 ans durant vice-président, et qui touche l'équivalent de 7000 x 12, 90 000, qui touche à peu près 700 000 euros d'indemnité tranquillement. Ce serait inenvisageable. C'est l'argument qui nous place à chaque fois. Le problème qu'on a avec ces gens-là, vous avez des espèces de gradubiles qui savent surtout manger au restaurant avec les patrons du BTP qui touchent leur enveloppe. Puis la presse leur sert la soupe. Voilà. C'est plus compliqué, à mon sens, c'est plus compliqué que l'histoire de presse. Même si on a un bel exemple dans le Nord, qui était le parti pris de la Voix du Nord, justement. Et du Corée Picard. Ah, vous savez pas, c'est le Corée Picard. C'est-à-dire le parti pris de la PQR, qui est le même groupe. Ces choses-là ne sont pas normales et on va tenter de les changer. Et après une conclusion locale, je pense qu'on va faire une conclusion un peu plus nationale. Merci, monsieur. De manière générale, on a pu discuter de la réorganisation territoriale, d'à quelle sauce est-ce que les dirigeants actuels, que ce soit européens ou nationaux, nous concoctent pour la suite, nous font aller droit dans le mur. Je rappelle, et ça c'est vraiment important de se souvenir de ça, il y a parmi vous des Nantais, parmi vous des personnes qui vivent un peu plus loin, certains qui sont plus urbains, certains qui sont plus à la campagne. Il y a plus de 60% des Français aujourd'hui qui vivent hors des 30 premiers pôles urbains en France. La France des oubliés, ou le début de la France des oubliés, c'est la majorité de la population. On ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas à la radio, à la télé on les voit que dans L'amour et dans le pré, merci pour l'image. C'est une France qui est littéralement oubliée, qui n'est pas dans la tête des gens, qui n'est pas dans les programmes politiques, qui n'est pas dans les projets et qui n'est pas dans les budgets surtout, puisqu'ils sont systématiquement oubliés au profit de certaines lignes à grande vitesse pour gagner quelques minutes. C'est le cas dans le Nord, c'est le cas également ici dans l'Ouest, d'aéroports qui coûtent extrêmement cher. Et au final, et l'exemple que Gauthier a pu développer est extrêmement intéressant à ce sujet, on nous concocte de plus en plus, et là c'est particulièrement le cas près de Montdidier, là où j'habite, une France avec d'un côté ceux qui prennent le TGV, ceux qui prennent les avions, qui vivent dans les grandes métropoles, qui travaillent souvent à un niveau d'études relativement important, qui ont pu faire les études qu'ils souhaitaient, qui ont des revenus corrects, voire de bons revenus, et qui eux sont les gagnants de la mondialisation, qui s'accommodent de tout ça, et j'ai envie de dire c'est très bien pour eux. Mais de l'autre côté, les personnes qui n'ont plus rien, qui perdent leur service public, qui perdent leurs lignes ferroviaires de proximité, qui ont des routes, les routes départementales qui sont complètement laissées à l'abandon, et qui au final, là c'est le cas directement chez moi, j'habite pas loin, très proche de l'autoroute 1, qui sont là uniquement pour regarder le TGV passer, et qui au final n'ont plus rien pour eux, sont littéralement oubliés. Et quand on se bat pour la cause nationale, il ne faut jamais oublier que, évidemment, comme nous œuvrons pour l'intérêt général, nous devons penser à l'ensemble des Français, à l'ensemble de notre nation. Mais il faut vraiment avoir en tête le fait que
la France aujourd'hui, 60% des Français, c'est les Français périphériques ou ultra-périphériques. Je pense à ce qu'on appelle avec un mépris la diagonale du vide, ou comme ultra-périphérique, je pense également à nos compatriotes d'outre-mer qui, de ce point de vue-là, et au niveau de l'organisation territoriale, sont dans des situations aussi dramatiques, voire parfois plus dramatiques que ce qu'il peut y avoir dans la France des oubliés en métropole. Il faut penser il faut avoir en tête qu'on défend toutes ces personnes-là. Il faut avoir en tête que, au cœur de notre projet, pour défendre le peuple français, c'est pas de l'égalitarisme, mais il faut que notre projet, notre combat soit là pour défendre l'ensemble des Français et par conséquent mettre le paquet aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment là où, de ce point de vue-là, c'est littéralement laissé à l'abandon. Mettre le paquet sur la ruralité, mettre le paquet sur une organisation territoriale plus juste, mettre le paquet pour voir que les services publics, c'est pas la poste par exemple, ou les hôpitaux, c'est pas de la rentabilité de la place du lit d'hôpital, de combien de temps on y reste, ou de combien de lettres on envoie, etc. C'est un principe beaucoup plus philosophiquement juste et d'égalité pour chacun, mais également au niveau des territoires, qui est certes pas forcément plus rentable pour certaines entreprises et certains opérateurs économiques, mais qui en pratique, au niveau de l'intérêt général, est beaucoup plus efficace. Parce que si, pour toutes les raisons qu'on a pu développer, on laisse littéralement en friche toutes ces campagnes et toutes ces zones périphériques, le coût que ça coûtera à la société en général d'avoir des endroits avec des personnes qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas les infrastructures pour avoir la santé nécessaire, qui n'ont pas les bassins d'emploi pour avoir un niveau de vie nécessaire, qui n'ont pas l'accès à l'éducation et un certain nombre de formations, que ce soit formation manuelle ou formation universitaire, on fait et on entame encore plus cette sécession de ces deux France, cette France des flux, cette France des métropoles, cette France la moins perdante de la mondialisation, et de l'autre côté, cette majorité de la France qui est littéralement laissée sur le côté. Et c'est vraiment, on a parlé de sujets un peu techniques, d'organisation du territoire, pas mal de géographie. Il y a toujours un lien avec l'écologie qui était sous-jacent, puisque évidemment, que ce soit pour les circuits économiques, pour les circuits courts, pour les circuits de transport, on ne peut pas se passer de pôles, on ne peut pas se passer de villes et de pôles qui sont champions nationaux, ça me semble être une évidence. Par contre, ce maillage plus resserré territorial dont on a eu l'occasion de parler est indispensable et est écologiquement le plus pertinent et a de l'avenir, puisque quand on voit les coûts de transport qui montent et qui ont vocation à encore monter malheureusement, à un moment donné, cette équation ne fonctionnera plus de la même manière, et quand on se sera pris le mur des coûts de transport qui aura augmenté dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il s'agira de tout réorganiser, et le maillage qui est mis en place, qui est aujourd'hui inégalitaire, il fonctionnera encore moins bien, puisqu'en plus d'être inégalitaire, il ne fonctionnera plus dans les paradigmes des prix aujourd'hui. On veut un État stratège, un raisonnement à long terme, et pour cela, s'il y a vraiment une chose à retenir de cette nouvelle organisation territoriale qu'on veut, patriotes français, éviter, et de cet processus de métropolisation qui, avec le processus de régiopolisation dont parlait Gauthier, va souvent de pair, c'est de se dire, ce projet-là est fait pour un certain nombre d'intérêts, on se bat pour tout un tas de raisons, mais c'est une question de justice, c'est une question d'égalité. On parle de la nation, c'est très bien. La nation, c'est aussi la solidarité nationale. Il faut y mettre les moyens, c'est pas juste un concept abstrait. La solidarité nationale, c'est quelque chose qui existe et qui... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de solidarité nationale, il n'y a que des preuves et des politiques pratiques qui sont mises en place pour permettre ça. Et l'organisation du territoire au service de cette égalité doit vraiment être, et déjà, c'est déjà le cas pour les projets du Front National et de Marine Le Pen, un moyen d'égalité et un moyen d'apaisement de la France en arrêtant cette sécession géographique qu'il peut y avoir entre les deux zones dont j'ai parlé, et faire en sorte de réunir plus qu'aujourd'hui les Français derrière un idéal commun qu'est la République, qui aujourd'hui
qui historiquement était l'un des garants et l'un des outils de cette égalité et de cette égalité des chances, qui aujourd'hui est littéralement détricoté et jeté à la poubelle. Et je pense que vous pouvez être fiers d'être là aujourd'hui et d'être soit dans le collectif Nouvelle Écologie, soit de militer au Front National ou au Rassemblement Bleu Marine, puisque contrairement à nos adversaires de l'UMPO au PS, on n'est pas dans le mort aux pauvres, on a quelque chose à faire de notre pays et de notre peuple. Et je pense que rien que pour ça, chacun d'entre nous peut être fier. Et comme Gauthier l'a dit, quand je vois que ces sujets-là, qui ne sont pas forcément les sujets les plus sexy sur le papier, arrivent à intéresser des personnes, arrivent à mobiliser des personnes, je suis certain qu'on arrivera en 2017 à faire gagner Marine et à engranger une nouvelle étape du développement territorial pour la France qui est nécessaire, urgent et salutaire pour l'ensemble de notre pays. Je vous remercie. Voilà. Merci.